Ce journal vous est offert par la Fondation Babazivé. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver sur les antennes de Magloire Télévision en ce jeudi 12 février 2026. Mesdames et messieurs, bonsoir et surtout bienvenue à ce journal dont voici le titre pour commencer. Au sommaire de ce journal, pour se rassurer et faire le suivi du cessez-le-feu entre Kinshasa et Kigali, la patronne de la MONUSCO, Viviane Van de Peer, a foulé le sol de Goma ce jeudi 12 février 2026. À suivre dans cette édition du journal. Et puis au terme de ces 2 jours d'itinérance au Congo-Brazzaville, le patron de la Défense nationale, Guy Kabomo Modianvita, a signé un accord d'engagement portant sur la défense et la sécurité, ainsi que la formation militaire d'expérience et le partage d'expérience entre Kinshasa et Brazzaville. Les détails vous seront donnés dans cette édition. Au sommaire encore, lancement officiel à Luanda des travaux de la rencontre bilatérale défense-sécurité entre la RDC et l'Angola. Des assises de 2 jours qui seront supervisées par les 2 pays. La RDC y est représentée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemin Chabani-Louko. Et enfin, la situation judiciaire de la province du Bas-Ouélé a été au menu des échanges entre le gouverneur de la dite province et le ministre d'État en charge de la justice, Guillaume Gueffa, lors de leur tête-à-tête. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, place à présent à votre journal. Encore une fois, bonsoir et merci à ceux qui viennent de nous rejoindre sur notre page ou notre chaîne YouTube. Bienvenue à vous et donc voici le corps de votre journal et nous commençons par cette actualité. Renforcement de la coopération militaire entre Kinshasa et Brazzaville. Un accord de collaboration a été signé entre le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Modianvita et son homologue. Et au terme des 2 jours de travaux, les échanges bilatéraux ont abouti à la signature d'un procès verbal et d'un communiqué conjoint. Et cet engagement porte sur la défense et la sécurité, ainsi que la formation militaire, le partage d'expériences, ainsi que des échanges d'informations entre les 2 pays. Les détails à suivre dans ce reportage. 2 Congos, une même vision sécuritaire. Kinshasa et Brazzaville passent de l'intention à l'action. La coopération militaire entre les 2 pays voisins se renforce avec la signature de cet accord stratégique, symbole d'un partenariat qui se veut désormais plus opérationnel et durable. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants de la RDC, maître Guy Kabombo Modianvita et son homologue congolais Charles Richard Monjo ont apposé leur signature au bas de cet accord de collaboration ce mercredi 11 février. Au terme de 2 jours de travaux, les échanges bilatéraux ont abouti à la signature d'un procès verbal et d'un communiqué conjoint fixant les axes prioritaires de la coopération. Ces engagements portent notamment sur la défense et la sécurité, la formation militaire, le partage d'expériences ainsi que l'échange d'informations entre les 2 pays voisins. Cette visite avait pour but de rétablir la confiance entre nos 2 pays, préserver la coopération militaire d'une manière concrète. Comme nous avons convenu, nos consultations doivent être institutionnalisées à tous les niveaux, au niveau de nos états-majors, toutes les structures de nos armées. De son côté, le ministre de la Défense de la République du Congo a souligné la qualité des échanges, estimant que cet accord marque le début d'une collaboration durable et structurée entre Kinshasa et Brazzaville. Dans le cadre
de cette visite officielle, Maître Guy Kabombo Modianvita a également poursuivi son itinérance à Brazzaville par la visite de plusieurs écoles militaires des forces armées congolaises, notamment l'Académie militaire Marien Ngouabi et l'école militaire de préparation générale Leclerc. Une visite stratégique qui s'inscrit dans une dynamique de rapprochement opérationnel visant à consolider la confiance, à sécuriser les frontières communes et à renforcer la coopération militaire entre les deux États. Restons sur le chapitre de la diplomatie. À Luanda, les travaux de la rencontre bilatérale défense-sécurité entre la RDC et la République d'Angola ont été officiellement lancés mercredi 11 février 2026. Durant 2 jours, experts et autorités ministérielles de 2 pays examinent la situation sécuritaire le long de la frontière commune et les mécanismes de coopération à renforcer. Les détails sont à suivre dans ce reportage. La rencontre bilatérale des défenses et sécurité entre la République démocratique du Congo et la République d'Angola a débuté ce mercredi 11 février 2026 à Luanda en présence des experts des 2 pays. Cette réunion stratégique qui se tiendra pendant 2 jours comprend 2 étapes principales. La première consacrée à la réunion des experts conduite par le commissaire général de la police nationale congolaise Benjamin Alungaboni et celui de la police angolaise Francisco Monteiro. La deuxième étape est axé sur la réunion ministérielle qui sera coprésidée par le vice-premier ministre de l'Intérieur de la République démocratique du Congo, Chabani Luko, aux côtés de son homologue angolais Manuel Gomez. Dans son allocution à l'ouverture de cette rencontre, le commissaire général de la police nationale congolaise, Benjamin Alungaboni, a indiqué que les experts vont, au cours de ces travaux, analyser la dernière mouture du projet d'accord portant création de la commission mixte défense et sécurité entre les 2 États et aussi échanger sur la coopération policière. Notre message consistera à analyser sans complaisance, sans débat, la dernière mouture du projet d'accord portant création de la commission permanente mixte défense et sécurité entre nos 2 États. En plus, nos échanges porteront sur la coopération policière ainsi que sur d'autres questions d'intérêt commun. En menant à bien ces travaux, nous répondrons avec diligence aux attentes de nos chefs d'État et de nos populations. À savoir que cette session sera sanctionnée par la signature de l'accord portant création de la commission permanente mixte défense et sécurité et bénéficiera également du traitement des questions d'intérêt commun en attendant la convocation proprement dite de la session défense et sécurité. Par ailleurs, la réunion ministérielle conduira ses travaux à l'adoption du rapport des experts et la signature du communiqué conjoint. Et puis la patronne de la MONUSCO, Viviane Van de Peer, a foulé le sol de la ville de Goma ce jeudi 12 février par voie aérienne. Sa mission dans cette partie du pays s'inscrit dans le cadre de cessez-le-feu entre Kinshasa et les belligérants en lien avec le processus de Doha. Messieurs et dames, je vous prie ici de suivre la patronne de la MONUSCO, Viviane Van de Peer, dans cet extrait choisi pour vous par Yvon Chimbalanga. De notre mandat et de nos efforts visant à appuyer l'opérationnalisation du mécanisme de suivi et de vérification de cessez-le-feu. Il y a plus d'un an, le 26 janvier 2025, j'étais dans le dernier avion à atterrir à l'aéroport de Goma. Et aujourd'hui, je suis dans le premier hélicoptère à y atterrir à nouveau et j'espère que c'est le début de la réouverture progressive de cet aéroport de Goma au bénéfice de la population. Conformément à la résolution 2808 de 2025 du Conseil de sécurité, la MONUSCO est mandatée pour soutenir un cessez-le-feu permanent, notamment à travers sa participation et son appui au mécanisme conjoint élargi de vérification plus, MCVE+,
La MONUSCO déploiera dans les prochains jours une première mission de reconnaissance aérienne à Uvira. Ma visite vise à échanger avec les interlocuteurs concernés et à faire avancer les préparatifs concrets. Procédures de vérification, coordination, communication et conditions pratiques pour que le mécanisme fonctionne de manière crédible. La MONUSCO continuera d'appuyer le processus de paix en cours. L'appui au cessez-le-feu se fera de manière progressive en fonction des arrangements confirmés dans l'architecture convenue et des garanties de sécurité pour le personnel et les moyens des Nations Unies. Notre action restera strictement dans le cadre du mandat du Conseil de sécurité et dans le plein respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo. On va quitter la ville de Goma au Nord Kivu pour Kinshasa où le président du Sénat, Jean-Michel Samalou Kondé-Kyenge, a reçu le secrétaire général adjoint de la MONUSCO, Jean-Pierre Lacroix, lors d'une audience au Palais du Peuple. Leur rencontre était consacrée à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Reportage. Le président du Sénat de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Samalou Kondé-Kyenge, a conféré avec Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de paix. Cette rencontre consacrée à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo intervient dans un contexte marqué par l'urgence de restaurer une paix durable dans la partie Est du pays. Les deux personnalités ont évalué les initiatives diplomatiques en cours et insisté sur la nécessité d'une approche concertée, inclusive et respectueuse de la souveraineté nationale. Jean-Pierre Lacroix a réaffirmé l'engagement de la MONUSCO à soutenir les efforts des autorités congolaises pour amener la stabilité dans les zones affectées par les violences. La MONUSCO est prête à faire tout le nécessaire pour soutenir la mise en œuvre des engagements qui ont été pris par les partis à Washington, à Doha, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre du cessez-le-feu. La mise en œuvre du cessez-le-feu dépend bien sûr des partis, mais la MONUSCO a un rôle qui est mandaté par le Conseil de sécurité pour appuyer ces efforts et le message central c'était que nous sommes prêts à faire le maximum pour assurer ce rôle. Parce que la progression du cessez-le-feu, qui n'est pas encore vraiment une réalité, doit se faire. Il est essentiel que nous ayons une implication totale de toutes les parties pour mettre en œuvre ces engagements, en particulier l'engagement crucial concernant le cessez-le-feu. Au fur et à mesure que cela se fera, eh bien, la MONUSCO sera au rendez-vous pour soutenir ces efforts. Le message est clair, la paix dans l'Est de la RDC demeure une priorité absolue. Le président du Sénat appelle à une mobilisation nationale et internationale cohérente pour transformer la diplomatie en levier efficace de sécurité et de développement. Cette rencontre illustre la volonté du Sénat de jouer pleinement son rôle dans l'architecture globale de la paix et de porter la voix du peuple congolais dans les forums stratégiques. Et puis, lors du Mining Indaba 2026, la République démocratique du Congo a organisé sa conférence déjeuner DRC Breakfast, placée sous le thème « Chaîne de valeur et des investissements en amont et en aval en République démocratique du Congo », s'exprimant devant les parlementaires, diplomates, investisseurs et partenaires du secteur minier. Le ministre de Mines, Louis Watum Kabamba, a présenté la vision du gouvernement. Transformer localement une part croissante des ressources minières. Suivez plus de détails dans ce reportage extérieur. À Cape Town, en Afrique du Sud, la République démocratique du Congo marque les esprits à Mining Indaba 2026. Ce 11 février 2026, la RDC organise le DRC Breakfast autour d'un thème stratégique, chaîne de valeur mondiale, l'argument économique en faveur des investissements en amont et en aval en RDC. Un message clair, la RDC ne veut plus seulement extraire, elle veut transformer. Devant parlementaires, diplomates,
et investisseurs, le ministre des Mines, Louis Atum Kabamba, expose la nouvelle vision du gouvernement. Transformer localement davantage des ressources minières, faire des richesses naturelles un levier de paix et de prospérité et positionner la RDC comme acteur industriel stratégique de la transition énergétique mondiale. Sous l'impulsion du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et la coordination de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, le pays amorce un tournant décisif qui est celui de passer de l'exportation brute à la création de valeurs locales, développer les chaînes de valeur des batteries, industrialiser les minerais critiques, structurer durablement l'exploitation artisanale, sécurité juridique renforcée, standards ESG alignés aux normes internationales, lutter contre la fraude. La RDC consolide un environnement d'investissement transparent, compétitif et prévisible. La République démocratique du Congo affirme son ambition de devenir un pôle majeur de transformation minière et un partenaire incontournable des chaînes de valeur mondiales. Je l'ai annoncé dans les titres, le gouverneur de la province de Bas-Ouélé, Mike David Mokeni Amissi, a été reçu en audience mercredi 11 février par le ministre d'État en charge de la justice, Guillaume Ngefa. Le gouverneur du Bas-Ouélé a présenté au ministre des tutelles la situation judiciaire de la province marquée par un déficit important en magistrats et en juges dans plusieurs juridictions, situation qui fragilise l'accès des citoyens à une justice équitable. Je vous prie ici de suivre le gouverneur du Bas-Ouélé, Mike David Mokeni, à l'issue de cette audience. D'abord, il s'agissait d'une prise de contact, lui féliciter pour sa nomination en tant que ministre de la Justice, et puis faire un diagnostic de la justice dans la province du Bas-Ouélé. Lui présenter les problèmes auxquels nous faisons face et réfléchir ensemble à comment envisager des solutions urgentes, c'est-à-dire à court, à moyen et à long terme. Au-delà de ça, nous avons abordé d'autres questions cruciales telles que Frivao. Nous avons rappelé que le Bas-Ouélé est aussi victime et que aussitôt que les activités vont reprendre, il faudrait qu'on puisse prendre en compte l'indemnisation de la province du Bas-Ouélé. Donc voilà, nous avons au-delà de ça, en face de moi, il y avait un grand monsieur qui était très ouvert à l'écoute, et je pense que nous aurons des bonnes nouvelles et beaucoup de solutions qui vont très vite arriver pour notre province du Bas-Ouélé. Nous avons pratiquement eu des très bonnes réponses satisfaisantes, et je pense que maintenant nous allons attendre les résultats sur terrain. Déjà, vous savez, nous avons par exemple des problèmes au niveau de certains tribunaux, c'est-à-dire il y a absence de juges, absence de magistrats, et sur ce point-là, Son Excellence, Monsieur le Ministre, nous a donné des assurances que cela sera rapidement résolu. Et nous allons parler sport, mesdames et messieurs, juste après cette transition. Dauphin Noir de Goma a battu MK de Kinshasa par le score d'1-0 en prévision de la 31e édition de la Ligue nationale de football, et aussi à Kananga laisse Chikas tomber devant Tikunku par la plus petite de marque, soit d'1-0. C'est un commentaire de Grégoire Kazuba. L'AS Dauphin Noir de Goma a battu mercredi 11 février 2026 la formation quinoise de MK Itanchete par la plus petite de marque, soit d'1-0. Un match qui entre dans l'optique de la Ligue nationale de football dans une rencontre amplement disputée entre Quinois et Goma Traciens. Les sparring partenaires en première mi-temps s'est soldé par la note des 0 buts partout. C'est en seconde mi-temps que Dauphin Noir a marqué les seuls buts de la victoire et infligé une
une défaite aux Oranges de MK de Kinshasa, remportant ici 3 précieux points au cours de cette 31e édition de la Ligue nationale de football. De l'autre côté de Kananga, le même score départagé l'AS Chicas face au Corbeau de Chinkunku. Une victoire à des Corbeaux sur Chicas au terme de la rencontre. 1-0 en faveur de Chinkunku. En toute sportivité, l'entraîneur de Chicas reconnaît la suprématie de son adversaire et la défaite de son club. Bon, c'est un match de football. Dans une rencontre de football, il y a toujours 3 résultats. Vous pouvez perdre, vous pouvez faire match nul ou vous pouvez gagner. Nous avons perdu, nous assumons nos responsabilités. Non, on ne peut pas perdre des espoirs. Dans la vie, on ne perd jamais l'espoir. Nous allons continuer à travailler. Bon, c'est question de bien travailler. Peut-être nous manquons la concentration. Moi, en tant qu'entraîneur, on va toujours continuer à bosser pour chercher des résultats. L'adversaire était costaud, il a bien joué. Il a mérité. Toutes les équipes dans cette 31e édition de la Ligue nationale de football veulent positiver leur image et chercher à bien se maintenir au classement partiel de ce championnat national. Parlons de la CAF. Les cheminots du FC Saint-Éloi-Loupopo sont arrivés depuis mercredi 11 février 2026 à Kigali, au Rwanda, afin d'affronter Al Hilal du Soudan dans un match comptant pour la 6e et dernière journée de la Ligue des champions de la CAF. Dans la rencontre se jouera ce samedi 14 février 2026 à 15h heure locale au stade Amaoro. Encore une fois, Grégoire Kasuba pour le commentaire. Les cheminots du football club à Saint-Éloi-Loupopo ont quitté Tara dans la soirée, la ville cuprifère de Lubumbashi, via l'aéroport international de Lalouanou, le mardi 10 février 2026, afin d'être reçus par Al Hilal Omdurman du Soudan, dans un match à comptant pour la 6e journée de la Ligue des champions de la CAF. Ici, au bord de l'avion, on peut lire sur le visage la concentration et la sérénité du côté joueur, tout comme du côté staff technique. Après quelques heures de vol, l'équipe de cheminots a fait un escale en Éthiopie, dans la capitale Addis Abeba. De là, ils ont affrété leur vol vers Kigali, capitale rwandaise, lieu de leur rencontre face à Al Hilal. Aussitôt arrivé mercredi 11 février 2026 sur le sol rwandais, les joueurs, staff technique, comité sportif de Lupopo ont été accueillis par la communauté congolaise vivant au Rwanda, direction le quartier général, afin d'attendre le jour de leur match, le samedi 14 février 2026, au stade Amaoro, sous les coups de 15h juste, heure de Lubumbashi. Lupopo va dans une mission commando et se voit dans l'obligation de gagner face à Al Hilal pour espérer la qualification pour le quart de finale de la CECAF. Une mission difficile mais pas impossible. Pour rappel, au match aller, les deux équipes s'étaient neutralisées par le score d'un but partout. Il faut préciser qu'aucune équipe dans ce groupe n'est qualifiée. Tout reste à jouer lors de la 6e et dernière journée. Le classement se présente comme suit. Al Hilal est premier avec 8 points, suivi des Mouloudia Club de l'Algérie en 2e position avec 7 points. Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud est 3e classé avec 6 points. Et les cheminots du football club Saint-Éloi-Loupopo de Lubumbashi 4e avec 5 points. Et puisque nous sommes déjà en dehors de nos frontières nationales, mesdames et messieurs, nous allons y rester pour le reste de l'actualité. Eh bien, l'Afrique du Sud, la Somalie et le Zimbabwe sont les nations qui vont constituer la page de l'actualité en international de ce soir. Au pays de Jacob Zuma s'observe l'accélération du braconnage de rhinocéros, alors qu'en Somalie, les forces égyptiennes ont été officiellement déployées pour participer à la mission de l'Union africaine. Et enfin, au Zimbabwe, l'annonce des réformes constitutionnelles visant à prolonger le mandat de l'actuel chef de l'État continue à susciter des vives polémiques. Voici le condensé de l'actualité en dehors de nos frontières nationales avec Yvon Chimbalanga.
Bienvenue à cette synthèse d'actualité en international. En Afrique du Sud, le braconnage des rhinocéros s'accélère. En 2025, le parc national Kruger a perdu 175 animaux, presque le double de l'année précédente. Les autorités avaient pourtant mis en place des mesures comme les débourrages des cornes et des tests au détecteur de mensonges pour les rangers. Malgré cela, le braconnier continue de cibler ces animaux pour leurs cornes, très recherchés sur le marché noir. Au niveau national, 352 rhinocéros ont été tués, un chiffre en légère baisse par rapport à 2024. Les experts soulignent le rôle des programmes de droning et des caméras et capteurs de surveillance. Les parcs Kruger a identifié un lien entre échec au test des polygraphes et augmentation du braconnage. 7 rangers ont été licenciés à la suite de ces enquêtes. Pour renforcer la conservation, le ministre de l'Environnement propose de réintroduire des quotas limités d'exportation des trophées de chasse. Parmi eux, 12 rhinocéros noirs pourraient être autorisés dans le cadre d'une gestion durable des espèces menacées. Pendant ces temps, à Mogadiscio, les forces égyptiennes ont été officiellement déployées pour participer à la mission de l'Union africaine en Somalie. La cérémonie s'est tenue en présence du président somalien Hassan Sheikh Mahmoud et du ministre égyptien de la Défense, le général Abdel Meguid Sarr, ainsi que des hauts responsables militaires. Les troupes égyptiennes ont suivi une formation complète et montré un haut niveau des préparations opérationnelles. Des exercices sur le terrain ont démontré leur capacité à intervenir dans différents types de terrains avec des véhicules et équipements adaptés aux missions de maintien de la paix. Le commandement militaire a confirmé que les forces sont prêtes à exécuter leur mission sous l'égide de l'Union africaine. Selon les autorités, leur présence contribue à la stabilité et à la sécurité de la Somalie et soutient les efforts du gouvernement pour renforcer l'unité et la souveraineté du pays. Et finalement, au Zimbabwe, l'annonce des réformes constitutionnelles visant à prolonger le mandat du président Emerson Mnangagwa suscite une vive polémique. Le cabinet a récemment validé des amendements qui pourraient permettre au chef de l'État, 83 ans, de rester au pouvoir jusqu'en 2030. Le texte prévoit notamment d'allonger le mandat présidentiel de 5 à 7 ans et de confier l'élection du président au Parlement plutôt qu'au suffrage universel direct. Pour l'opposition, ces changements remettent en cause la constitution adoptée en 2013 qui limite le président à 2 mandats. L'avocat et ancien ministre Tendai Biti dénonce ces amendements comme illégaux et inconstitutionnels et rappelle que toute modification de la limitation des mandats devrait être soumise à un référendum national. Les Zimbabwéens ont le droit de faire pression sur le régime et de saisir les tribunaux, ajoute-t-il. Dans la rue, les citoyens expriment également leur inquiétude. Augustine Kaswaourere estime qu'un président ne devrait pas gouverner longtemps. Il n'est pas normal qu'un président reste en fonction pendant 40 ans alors que nous sommes en crise. Et ce sera tout pour cette randonnée en international. Mille merci à vous mesdames et messieurs pour votre fidélité légendaire. Et ça sera également tout pour cette édition du journal de 19h sur les antennes de Magloire Télévision. Merci à vous de nous avoir suivis et merci de rester en compagnie de nos programmes. À très bientôt. Ce journal vous a été offert par la Fondation Babazivé.